bienvenue à tous et bonjour. Donc, vous êtes dans un webinaire d'information autour de l'appel à projet KIX et mis en commun avec l'Agence universitaire de la francophonie. On va attendre quelques participants qui arrivent. En attendant, je peux juste annoncer le sommaire. Je vais faire un petit partage d'écran. Donc, on aura à 15 heures une petite introduction et une présentation de l'AUF et de l'UIFF par M. Cédric Armand et Mona Laroussi. À 15h15 GMT et 16h15 heure française, une présentation du KIX par Madame Maïmouna Sissoko Touré, qui est la coordinatrice du KIX Afrique 21. À 15h25, on aura une présentation de l'appel à projet et de l'axe recherche du programme Apprendre par Madame Johanna Gardrel, coordinatrice du programme Apprendre. À 15h35, on aura un cadrage scientifique de l'appel à projet par M. Christian Despauvert, qui ne sera malheureusement pas avec nous car il avait un empêchement. En revanche, il nous a laissé une vidéo assez dynamique qui permettra justement de présenter le côté scientifique de l'appel à projet. Et cette présentation sera suivie par une phase de questions-réponses où M. Alain Jaillet, professeur des universités et également expert associé au comité scientifique de l'appel, pourra répondre à vos questions. Monsieur Bernard Koulibaly, malheureusement, est également indisponible, mais en tous les cas, Monsieur Jaillet sera là pour répondre à vos questions. Et après cette séance de questions-réponses, il y aura un mot de clôture où ce ne sera pas, en l'occurrence, le professeur Abdel Rahman qui a été indisponible pour aujourd'hui, mais ce sera Madame Fatima Taba, responsable du pôle politique éducatif de la Confémène des ministres de l'éducation, de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, qui est donc la Confémène. Et je vois que quelqu'un lève la main, donc je le précise également. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions-réponses Q&R qu'il y a en bas à droite de votre application Zoom, ou suivant la mise à jour de votre application Zoom, il est possible que cette possibilité n'apparaisse pas. Dans ce cas, vous pouvez directement poser des questions dans le fil de discussion ou lever la main pour pouvoir prendre la parole. On vous donnera dans ce cas la parole, notamment pendant la phase de questions-réponses qui suivra avec le professeur Alain Jaillet. Et j'en profite aussi pour annoncer, si jamais vous devez quitter le webinaire ou le rejoindre en cours, que le webinaire sera normalement rediffusé sur la chaîne YouTube du programme Apprendre et sur le site du KIX, au moins jusqu'à la clôture de l'appel à projet. Et je vais tout de suite laisser la parole en arrêtant mon partage d'écran à Monsieur Cédric Armand, qui est donc le co-coordinateur du programme IFADEM. Merci Nicolas. Madame la responsable du pôle politique éducative à la Confémène, Madame la directrice de l'IFEF, Madame la coordinatrice du KIX, professeur Alain Jaillet, Mesdames et Messieurs, l'ensemble des partenaires et des participants à ce webinaire. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à l'ouverture de ce webinaire, parce que je pense que c'est vraiment un exemple de possibilité de synergie, vraiment d'abord parce qu'il s'inscrit dans le cadre du KIX qui regroupe vraiment un consortium, donc Confémène, OIF, AUF, et avec cet appel à projet qui cherche vraiment à répondre à un sujet d'actualité, puisque renforcer la robustesse, l'équité, la résilience des systèmes éducatifs par l'utilisation du numérique. Tous les systèmes éducatifs ont effectivement été confrontés à une grave crise qui les a obligés à réfléchir à ces sujets de résilience. Mais au-delà de la question de la Covid, il y a beaucoup d'autres sujets à aborder sur ce thème de l'équité, de la robustesse et de la résilience. Et donc,
voilà, je pense que cet appel pourra intéresser beaucoup, et en tout cas nous le souhaitons, beaucoup d'équipes de recherche, et que vous serez nombreux à proposer un projet. Donc, quand on parlait de synergie, c'est vrai que dans l'appel lui-même, l'idée aussi de créer des synergies entre plusieurs établissements au sein des régions KIX, avec des établissements de pays. Donc, voilà, un certain nombre d'entre vous ont certainement déjà examiné cet appel, ont sans doute envie de candidater ou l'ont déjà fait. Et c'est vrai qu'avec ce webinaire, avec la présentation qui sera faite tout à l'heure et à distance par Christian de Pouvert et par Alain Jaillet, donc, et les questions que vous pourrez poser, voilà, on espère pouvoir éclaircir les questionnements qui pourraient exister encore à ce jour. Et voilà, donc je ne serai pas plus long, puisque l'idée, c'est vraiment d'être très pratique, de pouvoir présenter l'appel et de répondre à vos questions. Donc, merci et bonne participation à toutes et tous. Merci à toi, Cédric. Mona, tu veux dire quelques mots d'ouverture et quelques mots sur l'IFEF? Attention, ton micro est coupé, Mona. Si ça marche ou non, c'est bon là? Oui, c'est bon. Voilà, merci. Donc, merci Cédric. Je ne vais pas refaire ce que Cédric a dit. Donc, il a fait toutes les présentations protocolaires. Moi, je vais passer directement à mesdames et messieurs et chers collègues qui vous êtes là. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir un projet de recherche qui se concrétise. Donc, vous savez un peu que la recherche permet de créer des connaissances, de partager des informations et également de rectifier des désinformations, et surtout actuellement avec tous les réseaux sociaux qui existent. Je voulais juste dire que la recherche scientifique était vraiment un rouage très important dans les programmes de l'IFEF. Nous nous sommes inspirés, et principalement des travaux du professeur Jacques Ouellet, du feu Jacques Ouellet, pour la mise en place, le déploiement, et au début et même après dans le programme IFANEM. Également, la recherche a été derrière le programme ELAN, le programme formation et insertion professionnelle des jeunes. ELAN, c'est École et langue nationale, désolé pour les acronymes. Également dans la formation, formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Et nous avons dernièrement aussi mis en place avec l'Agence universitaire de la francophonie un portail relief, et derrière le portail relief, il y a tout un moteur de recherche avec beaucoup de recherche et d'indexation. Donc, c'est un autre type de recherche. Donc, il y a eu vraiment de la recherche derrière. Et finalement aussi, on arrive à ce projet KIX, et je reviendrai un peu sur la recherche de KIX où Madame Sissoko Touré le ferait. Nous nous basons sur la recherche pour analyser les usages, pour identifier les pratiques pédagogiques idoines, principalement, et pour intégrer l'égalité femmes-hommes récemment. On travaille aussi avec la recherche pour dresser l'état de la recherche en éducation bilingue, en travaillant aussi sur tout ce qui est acquisition et transfert entre les langues. Donc, en fait, la recherche est dans notre quotidien, même si on ne la voit pas, elle est vraiment là. Je reviens un peu en arrière, à l'époque où nous avons rédiger notre appel à proposition à l'appel qui a été formulé pour le KIX avec nos partenaires, l'Agence universitaire de la francophonie et la Confémen. Et dans notre réponse, nous avons rêvé et écrit ce rêve d'une recherche qui pourra rassembler, synthétiser, analyser des innovations et les mettre à la disposition des pays pour une contextualisation ou une décontextualisation. Nous avons également pensé que nous pouvons travailler sur des passages à l'échelle, des petites expérimentations, et sur des données probantes que nous pouvons extrapoler des données tronquées. Malheureusement, la pandémie a bousculé nos projets et nos rêves, et nous nous sommes adaptés à la situation et proposé un sujet à l'ère du temps, donc de renforcer la résilience, la robustesse et l'équité des systèmes éducatifs par l'utilisation du numérique, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, ce webinaire est une opportunité, c'est une chance pour vous et pour nous tous de poser les questions, surtout que vous avez le professeur Alain Jaillet qui n'est pas toujours disponible. Donc, étant là, vous devez profiter. Et donc, sans trop tarder, je laisse la parole aux spécialistes pour nous éclairer un peu plus sur les attentes, et je vous souhaite un agréable après-midi et surtout un bon week-end. Merci.
Merci Mona. Maïmouna, est-ce que tu veux prendre la main pour la présentation du KICS? Oui, Nicolas, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Madame la directrice de l'IFEF pour ses mots d'ouverture. Je remercie également Cédric Armand pour ses mots d'ouverture aussi. Je vais rapidement vous présenter le programme KICS et son axe recherche pour mieux situer le webinaire d'information dans le cadre de cet appel à projet. Un appel à projet lancé aussi par l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du programme KICS. Peut-être rapidement, le programme KICS est un programme qui est piloté par un consortium qui est composé, il faut le dire, de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'AUF, donc de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, de la Confémen, et de l'Organisation internationale de la francophonie à travers son Institut pour l'éducation et la formation, qui est donc IFEF et qui en est le chef de file. Donc, le programme est basé à Dakar au sein de l'IFEF. Je rappelle également que ce programme est une initiative conjointe du PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, Global Partnership for Education, et le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international. C'est un programme, encore une fois, qui porte un message fort de 3 institutions de la francophonie pour justement appuyer, n'est-ce pas, les 21 pays partenaires du KICS, composés des pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, afin de contribuer justement à l'amélioration de leur système éducatif et progresser, bien sûr, vers les ODD 4. Je vais citer les 21 pays aujourd'hui. Je pense que c'est important dans le cadre de cet appel parce que je sais que nous avons un nouveau public avec nous ici qui sont des universitaires, des doctorants aussi. Il est important qu'ils connaissent ces pays. Donc, il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, Cap-Vert, le Cameroun aussi, les Comores, de la Côte d'Ivoire, Djibouti, de la Guinée-Bissau, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, la RDC, la République du Congo également, de Sao Tomé et Principe, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Je remercie aussi tous nos représentants pays qui sont présents à ce webinaire et plus particulièrement nos équipes de coordination nationale et nos points focaux KICS des différents pays partenaires. Nous allons projeter rapidement une vidéo de présentation du programme qui vous permettra de mieux comprendre le programme dans sa globalité et je reviendrai là-dessus rapidement et plus spécifiquement sur le programme KICS Afrique 21 dont nous avons la charge. Mon trésor, peut-être qu'il faudrait faire passer la petite vidéo de présentation du KICS, s'il te plaît. Pouvons-nous améliorer l'éducation des enfants du monde entier en même temps? Nous le pouvons. En étant à l'écoute ainsi qu'en mettant en commun et en utilisant des données probantes. Nous le pouvons. En étant à l'écoute ainsi qu'en mettant en commun et en utilisant des données probantes. C'est ce que fait KICS. KICS est à l'écoute de ce que les pays considèrent comme leurs principaux défis en matière de politique et de programmes éducatifs. KICS partage entre pays des expériences d'innovation éducative réussies et utilise des données probantes pour générer un impact important sur les politiques éducatives. Mais qu'est-ce que KICS? KICS est le programme Partage de connaissances et d'innovation du Partenariat mondial pour l'éducation, le plus important fonds consacré exclusivement à combler les lacunes des systèmes d'éducation des pays en développement. KICS finance la recherche, mais ce sont les échanges de connaissances qui lui confèrent son caractère exceptionnel. Ces échanges rassemblent des représentants des systèmes éducatifs nationaux afin de mettre en commun de l'information, cerner des pratiques exemplaires et orienter les priorités. Et où KICS intervient-il? KICS a une portée mondiale. Il relie entre eux 70 pays à revenus faibles ou intermédiaires qui font partie du Partenariat mondial pour l'éducation. Mais KICS agit aussi localement en fonction des besoins locaux et en s'appuyant sur l'expertise locale. 4 pôles régionaux sont au cœur de la conception du KICS, agissant comme le principal mécanisme d'échange de connaissances. 2 pôles distincts en Afrique relient entre eux les représentants de 40 pays. Le pôle EAPI rassemble des parties prenantes de 21 pays de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, d'Europe orientale et d'Asie centrale.
et le pôle Amérique latine et Caraïbes regroupe 10 pays de la région. Ils travaillent tous dans le même but, à savoir échanger les connaissances en matière d'éducation, ainsi que systématiser et promouvoir une éducation de haute qualité dans le monde entier. Et ça, c'est ce que fait KIX. Voilà, donc merci beaucoup mon trésor. Donc comme vous avez pu le constater, ce nouveau programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la définition des politiques publiques d'éducation et il consiste particulièrement à promouvoir le partage des connaissances et des innovations dans les pays qui sont soutenus par le Partenariat mondial pour l'éducation. Le but du KIX est vraiment de générer et de mobiliser des données probantes pour aider à renforcer les systèmes éducatifs de ces pays, et ce qui ne peut évidemment pas se faire de manière pertinente, en tout cas sans le monde universitaire et le monde de la recherche. Et de manière générale, le KIX comprend deux mécanismes qui sont interconnectés. Le premier facilite l'échange direct de connaissances. Le partenariat mondial pour l'éducation soutient donc 4 pôles régionaux pour rassembler les parties prenantes du secteur de l'éducation des pays membres afin d'identifier les défis communs et de générer et partager des données et des idées, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et le second est un mécanisme de financement et qui met l'accent sur le financement d'un ensemble de projets mondiaux pour aborder les questions transversales, des problématiques prioritaires qui pourraient impacter efficacement les systèmes éducatifs des pays. Il faut peut-être le dire, c'est important de le souligner aussi, le PME a créé ce programme, pour créer plutôt ce programme est parti d'un constat qui émane d'un travail d'enquête qu'ils ont mené dans plusieurs pays, et à l'issue de ces enquêtes, le PME a clairement mis en évidence un certain nombre de déficits, notamment en termes de partage de connaissances au sein des pays, aussi en termes de promotion des innovations, et également un déficit dans les mécanismes d'évaluation. Ce qui se traduit malheureusement par un certain nombre de dysfonctionnements qui impactent négativement nos systèmes éducatifs, qui renvoient par exemple à des éléments que nous connaissons tous. Voilà. Et ces éléments que je viens de citer, de partage de connaissances, de production de données probantes, en tout cas, si ces éléments sont considérés et améliorés justement sous l'angle de stratégie nationale et sous-régionale, mais aussi dans une approche de collaboration de bonnes pratiques et d'expertise, pourrait, n'est-ce pas, constituer une réponse aux nombreuses problématiques que nos pays connaissent actuellement. Et c'est dans cette perspective aussi que le KIX met bien entendu l'accent sur ce partage de connaissances, encore une fois, et des innovations, ainsi que la production de données entre ces 21 pays partenaires. Et encore une fois, c'est vraiment pour combler les lacunes en matière de connaissances et en améliorant l'accès aux données factuelles, mais aussi pour soutenir la production et l'adoption de preuves et d'innovations dans les pays. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est important. Et ce travail, nous le faisons aussi à travers 3 axes stratégiques que sont le partage des connaissances et des innovations, le renforcement des capacités et la recherche. Rapidement, en ce qui concerne le partage des connaissances et des innovations, c'est un axe que nous considérons comme transversal au sein du KIX Afrique 21, donc transversal aux 2 autres axes dont je vais parler tout à l'heure, mais en plus de son caractère transversal, il sous-tend les 2 autres axes pour une meilleure visibilité, la vulgarisation des résultats, le partage des connaissances et des innovations, encore une fois, ainsi que le plaidoyer auprès des acteurs de l'éducation au-delà. L'axe renforcement de capacité est plutôt orienté vers le renforcement de capacité, comme son nom l'indique, des actions d'éducation sur des thématiques d'intérêt commun, des problématiques concernant les systèmes d'évaluation, par exemple, l'inclusion, l'équité, l'égalité des genres ou des systèmes de données, ou alors le numérique éducatif, la question de la gouvernance aussi, et bien d'autres thématiques transversales également.
en tout cas des problématiques prioritaires dans l'éducation au sein de nos différents pays. Et peut-être pour rappeler rapidement, nous avons mené une étude en 2020 sur l'identification des priorités régionales et il en est ressorti 4 priorités, mais aussi des priorités dites transversales comme les systèmes de gouvernance ou encore le numérique éducatif. Rapidement, pour citer ces 4 priorités, c'est toute la question de la formation initiale des contenus des enseignants, la question de l'équité, l'inclusion et l'égalité des genres, la qualité de l'enseignement de l'apprentissage en milieu bilingue et plurilingue, et la question de l'alphabétisation, mettant l'accent, bien sûr, sur le phénomène de décrochage scolaire. Quant à l'axe qui concerne la recherche, ce qui nous réunit particulièrement aujourd'hui, et que nous menons aussi en étroite collaboration avec nos collègues de l'AIUF, que je remercie. Ce axe vise la valorisation et la capitalisation de la recherche dans une perspective de promotion et d'accompagnement des jeunes chercheurs francophones, travaillant encore une fois sur des thématiques d'intérêt régionaux, mais aussi nationaux, afin encore une fois d'impacter efficacement les politiques publiques d'éducation. Donc, c'est aussi dans le cadre de ce axe que l'appel à projet dont il est question est lancé aujourd'hui. Cet appel à projet dont nous attendons aussi beaucoup, notamment des résultats, car l'idée aussi, c'est de pouvoir disséminer les résultats au sein de nos ministères partenaires pour le développement également de cette culture de la donnée et de la donnée et de la prise de décision aussi à partir de données factuelles. Donc, faire interagir et communiquer ce deux mondes, je dirais, universitaires et les départements ministériels pour ensemble apporter des réponses justes et réalistes aux différentes problématiques que dans nos systèmes éducatifs sont confrontés afin de contribuer encore une fois à la définition des politiques publiques d'éducation. Donc là, l'accent sera mis dans le cadre de cet appel, non seulement à la contribution d'une meilleure connaissance de la situation des systèmes éducatifs, notamment à la sortie de la crise sanitaire, mais aussi de proposer des stratégies pérennes permettant de renforcer la robustesse, l'équité et la résilience des systèmes éducatifs en mobilisant de manière pertinente, bien entendu, les technologies de l'information et de la communication, du numérique, si cela s'avère nécessaire. Et mes collègues de l'AIF viendront largement là-dessus tout à l'heure. Nous aurons donc l'occasion, tout au long de ce webinaire d'information, d'avoir davantage d'informations, comme Cédric l'a annoncé, sur les résultats visés, le public cible, les échéances, l'éligibilité ainsi que la coordination de la recherche. En tout cas, tous les éléments qui permettront de mieux répondre à cet appel à projet et encore une fois d'aller vers des solutions pérennes pour le développement de nos systèmes éducatifs. Je redonne la parole à nos collègues de l'AUF, mais je remercie aussi encore une fois Johanna Gardel, la coordonnatrice du programme Apprendre et son équipe, pour l'excellente collaboration dans le cadre de cet appel, et sans oublier aussi Cédric Armand qui est avec nous à l'IFEF. Je salue aussi la présence de Madame Fatimata Badialo de la Confémen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maïmouna. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Johanna, qui est donc coordinatrice du programme Apprendre. Et je voudrais juste quand même préciser, il y a eu 2 mains levées pendant votre présentation. Pour le moment, on va continuer avec la présentation de l'axe recherche du programme Apprendre et du cadrage scientifique de l'appel. Mais si vous avez toujours des questions après ces 2 présentations, n'hésitez pas à nouveau lever la main et à poser vos questions dans le chat ou dans la zone questions-réponses pour que nous puissions vous répondre pendant la période de questions-réponses. Donc, Johanna, c'est à toi. Merci Nicolas, merci Maïmouna, bonjour à toutes et à tous, donc chers partenaires, chers participants. Je suis ravie d'être là, donc Nicolas m'a présenté, mais je le redis, je suis Johanna Gardel, je travaille à la coordination du programme Apprendre, et je travaille pour l'Agence universitaire de la francophonie depuis les locaux de Paris. Voilà, c'est l'AUF qui sera en charge
du suivi global du suivi administratif et financier et qui sera l'interlocuteur privilégié des porteurs de projets sur les 18 mois de leur déroulement. Et c'est donc à ce titre que Nicolas et moi sommes là aujourd'hui. Voilà. Alors, le programme Apprendre, c'est un programme qui est partenaire du programme KIX, en tout cas qui porte de fortes similarités, des objectifs conjoints, et c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui ensemble. Le programme Apprendre est un programme donc, qui est financé par l'Agence française de développement, coordonné par l'AUF et qui vise à appuyer les systèmes éducatifs dans 26 pays francophones au travers essentiellement d'ateliers de renforcement de capacité destinés aux professions de l'encadrement et de la supervision pédagogique. Et ces ateliers, cet appui peut se dérouler sur différentes thématiques relatives à la professionnalisation, donc le numérique, l'enseignement de mathématiques, des sciences, la question de la langue, la question de l'évaluation des apprentissages, l'observation et l'analyse de pratiques de classe, etc. etc. Donc, parmi nos partenaires ici présents, évidemment, nous collaborons de façon très récurrente avec Mona, avec Alain, avec Cédric. Donc, vous avez ici, on va dire, des partenaires habitués à collaborer ensemble, qui se sont vraiment mis d'accord pour mettre en œuvre cet appel à projet et le suivre avec grande attention. Donc, le programme Apprendre et sa dimension recherche, c'est un objectif de mettre en lien les chercheurs en éducation dans les pays du Sud et leurs décideurs politiques. L'idée étant d'accompagner, de structurer le développement de la recherche, mais aussi structurer le développement de la recherche, le rendre visible sur, on va dire, le monde universitaire international, permettre que les chercheurs soient publiés, participent à des communications scientifiques internationales, mais aussi qu'ils puissent être mis en lien avec leurs décideurs et que les résultats de leur recherche puissent être pris en compte dans les grandes stratégies de développement des systèmes éducatifs. On a déjà lancé 3 appels à projets, donc peut-être que vous les connaissez déjà. Le premier était intitulé « Documenter et éclairer les politiques éducatives ». 19 projets de recherche soutenus. Vous trouverez, si vous le souhaitez, les rapports de recherche en ligne sur le site internet du programme. Ça pourra peut-être vous éclairer aussi. Un deuxième appel qui était lancé sur la question des enseignements-apprentissages bilingues en partenariat avec l'IFEF et le programme ELAN, donc spécifiquement sur la question du bilinguisme. Un appel 3 sur la question des enjeux entre la transition école-collège, donc plutôt un appel à visée de comparaison internationale entre les grands enjeux, les freins et les leviers du passage du primaire au secondaire. Et on a lancé un dernier appel, le dernier appel qui vient d'être lancé en même temps que cet appel conjoint avec le KIX, sur la thématique de l'entrée et du maintien dans le métier d'enseignant. Voilà. Donc, l'objectif à terme pour le programme, c'est d'accompagner environ une cinquantaine d'équipes de recherche sur des thématiques tout aussi variées jusqu'à la fin du programme d'ici 2025. Voilà. L'appel qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc c'est renforcer la robustesse, l'équité et la résilience des systèmes éducatifs par l'utilisation du numérique. Alors, je ne sais pas si je vais aborder plus les questions techniques maintenant, ou est-ce que je laisse qu'on y réponde après ta période, la présentation de Christian. Ce que je peux peut-être dire juste avant qu'on commence à parler sur le cadrage scientifique, l'appel à projet qui est lancé a pour objectif de sélectionner 2 projets
2 projets de recherche universitaire qui sont portés dans des pays que Maïmouna a cités, donc les 21 pays du programme KIX, que donc les porteurs de projets, donc les responsables de ces projets, devront être des professeurs titulaires des universités, et que les projets sont envisagés pour être mis en œuvre sur une période de 18 mois, prenant en compte le fait que la phase de sélection arrivera en début d'année 2022 et que vraisemblablement les projets pourraient commencer au mois de avril, mai peut-être 2022 pour 18 mois de mise en œuvre. À l'issue de cette mise en œuvre, évidemment, un gros travail de restitution, de valorisation sera effectué. Donc, on demandera aussi aux équipes projets de s'investir dans la mise en lumière et la capitalisation de tous les résultats qui auront été qui ont été portés. Est-ce que ça va pour les questions plus ou moins techniques? Je pense que c'est bon pour moi. Oui, je pense aussi. Voilà, Nicolas, je te laisse la parole et puis… Oui, on va pouvoir suivre avec la présentation de Christian Despauvers, qui Merci. n'est donc pas avec nous, mais grâce au miracle de la technologie, on va pouvoir le faire parler. Je suis en train de… Alors… Ok, c'est bon. Et je préviens juste, le son de la vidéo est mis au maximum, mais il ressort pas hyper fort, donc n'hésitez pas à augmenter le son de vos appareils respectifs pour pouvoir mieux entendre, tout simplement. Je lance la vidéo. Bonjour et bienvenue à cette séance de présentation de l'appel recherche KIX Afrique 21. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas pouvoir assurer cette présentation en direct. Celle-ci se fera sous la forme d'un diaporama préenregistré. Ce diaporama qui vous présente l'essentiel de l'appel sera par la suite complété par mes collègues de l'AUF qui vous indiqueront le détail des conditions et des modalités administratives et contractuelles relatives à cet appel. L'appel à projet de recherche KIX Afrique 21 se situe dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'une année et qui a profondément affecté les systèmes éducatifs dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Plus précisément, cet appel s'intéresse au renforcement de la robustesse, de l'équité et de la résilience des systèmes éducatifs par l'utilisation du numérique. Le programme Partage d'innovation et de connaissances, qui répond à l'acronyme KIX, est une initiative de partenariat mondial pour l'éducation, mise en œuvre par le Centre de recherche pour le développement international. Le Centre régional KIX Afrique 21, qui fait partie des 4 pôles KIX au niveau mondial, couvre 21 pays d'Afrique, dont 18 pays francophones et 3 pays lusophones. Le programme KIX Afrique 21 est piloté par un consortium composé de l'Agence universitaire de la francophonie, la COFEMEN et l'Organisation internationale de la francophonie, à travers son Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Nous commencerons par quelques éléments de contexte concernant cet appel. En 2020, 1,5 milliard d'élèves dans 180 pays ont été privés d'école. En août 2020, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qualifiait de catastrophe générationnelle la pandémie et son impact sur la scolarité. Des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'OCDE, l'UNESCO ou l'UNICEF ont publié en 2021 des études pour mesurer l'impact de la fermeture des écoles. Le résultat de ces études est plus qu'alarmant en ce qui concerne le niveau des élèves et le nombre d'années scolaires perdues. En Afrique subsaharienne, un tiers des pays a fermé ses écoles pendant 40 semaines ou plus. Comme le montre la figure présentée, avant la Covid, 63 enfants sur 100 étaient en situation de pauvreté d'apprentissage, dont 9 complètement privés d'école. Avec la Covid, c'est 10 enfants supplémentaires dans le monde qui se retrouvent dans cette situation. La crise sanitaire a fortement accentué les inégalités scolaires.
D'où l'idée de capitaliser, de tirer parti de cette situation exceptionnelle pour mieux préparer les systèmes éducatifs africains à affronter des situations de crise. Cette diapositive présente de manière plus détaillée les objectifs de l'appel. Ceux-ci sont de deux ordres. Tout d'abord, favoriser l'atteinte de l'ODD 4. Parmi les objectifs des Nations Unies, l'ODD 4 concerne plus directement l'éducation, à savoir assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Il s'agit de renforcer au sein des systèmes éducatifs la résilience et la robustesse, en particulier la capacité à faire face à des situations de crise. Nous parlons ici bien entendu de la pandémie sanitaire que nous venons de connaître, mais aussi d'autres fléaux qui touchent régulièrement l'Afrique, comme les conflits armés, l'immigration massive, les afflux de réfugiés. Un deuxième point concerne l'équité et la différenciation, c'est-à-dire la capacité à prendre en compte les différences en matière d'apprentissage liées au genre, à l'appartenance à une minorité, à une situation de handicap. L'autre objectif important de l'appel concerne la mise en évidence des stratégies et des dispositifs technologiques les plus adaptés pour soutenir l'atteinte des objectifs associés à l'ODD 4, en agissant notamment sur l'équité et la différenciation. Pour respecter les termes de l'appel à recherche, l'étude devrait comporter un état des lieux détaillé de la scolarisation, au niveau de l'enseignement de base et du secondaire, dans chacun des pays concernés. Cet état des lieux devrait être réalisé au moment du démarrage du projet, mais aussi à certains moments clés de l'évolution de la crise sanitaire. Il s'agit également de tirer des enseignements de la crise à laquelle les systèmes éducatifs ont fait face, d'une part en analysant les données disponibles au niveau local, national et international, et d'autre part en mettant en place et en exploitant des enquêtes quantitatives ou qualitatives, des études de cas ou tout autre moyen d'investigation. Faire un bilan précis des dispositifs et des solutions mises en œuvre pour pallier la fermeture des écoles au niveau primaire et secondaire. Et enfin, mettre en évidence les avantages et inconvénients des différentes solutions proposées, en gardant à l'esprit la nécessité d'adopter une perspective comparative entre les pays. Un deuxième point important de l'appel concerne la mise en évidence de stratégies d'évolution des systèmes éducatifs. Il s'agit de dégager des stratégies d'évolution permettant de renforcer la résilience, la robustesse et l'équité des systèmes éducatifs. Pour ça, il convient de proposer des scénarios d'évolution possibles tout en mentionnant de manière explicite les risques et les bénéfices associés à chacun de ces scénarios. Il s'agit également de décrire les conditions de mise en œuvre de ces scénarios. Coûts estimés, ressources humaines et matérielles nécessaires, dispositions administratives et institutionnelles à mettre en place. Il est également possible de proposer des prototypes ou des modélisations précisant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des scénarios proposés. Si le juge utile, il est possible pour le soumissionnaire de proposer une application informatique permettant de soutenir la mise en œuvre des scénarios proposés. Le troisième aspect important de cet appel concerne les outils numériques susceptibles d'être mobilisés. Il s'agit de mettre en évidence les outils numériques susceptibles d'être mobilisés en précisant leur rôle, leurs avantages, leurs limites et leurs contraintes. Il est important que le choix par rapport à ces dispositifs soit clairement justifié en termes de coût, d'efficacité, d'intégrabilité, d'acceptabilité. Les outils numériques auxquels il est fait référence ne concernent pas uniquement les outils avancés basés sur le web, comme les plateformes de formation à distance, mais aussi des dispositifs plus simples à déployer et d'usage plus courant en Afrique, comme la télévision, la radio ou la téléphonie mobile. Ces dispositifs qui ont déjà été largement utilisés comme soutien à l'éducation en Afrique font aujourd'hui largement appel au numérique pour assurer leur déploiement à large échelle. Lorsque l'on parle de numérique dans cet appel, il faut donc le considérer au sens large, ce qui inclut l'ensemble des technologies de communication et d'échange susceptibles d'être mobilisées dans le pays considéré. Cet appel à projet comporte un certain nombre d'exigences par rapport à la composition des équipes de recherche impliquées dans le projet.
Pour candidater valablement, il convient de constituer un partenariat regroupant des laboratoires d'au moins 2 pays appartenant à la zone KICS Afrique 21. Ce partenariat sera placé sous la responsabilité d'un coordinateur qui sera également le soumissionnaire du projet. Le soumissionnaire coordinateur assurera l'animation des équipes et sera garant de l'atteinte des objectifs, de la production de livrables et de la gestion du budget. Pour soumettre sa candidature, le soumissionnaire coordinateur doit avoir le statut d'enseignant-chercheur. Il doit aussi avoir reçu l'accord du chef d'établissement auquel il est rattaché. Celui-ci sera le signataire de la convention de financement. Plusieurs livrables sont prévus en cours et à l'issue de la recherche. Le livrable principal est constitué d'un rapport de recherche finale, incluant des annexes et, le cas échéant, les applications informatiques produites. Un rapport intermédiaire est prévu après 6 mois. Le déroulement de la recherche sera accompagné par une équipe de supervision constituée du coordinateur KICS et de 2 experts associés. À l'issue de la recherche, un séminaire de restitution est prévu. Celui-ci sera l'occasion de présenter la recherche et de discuter des principaux résultats obtenus. Le comité scientifique constitué par des experts issus du monde académique et des organisations internationales procédera à l'évaluation des dossiers soumis. Les résultats de la délibération du comité scientifique seront transmis à partir du 15 janvier 2022. Les principaux critères de sélection sont la qualité de présentation du projet, la précision des objectifs, de la méthodologie de mise en œuvre, des résultats attendus et des livrables prévus. La faisabilité du projet sera également prise en compte. Échéancier réaliste, budget adapté, cohérence par rapport aux réalités de terrain. L'appel accorde une grande importance à la qualité du partenariat. La justification du choix des partenaires, l'implication équilibrée des partenaires, la complémentarité des partenaires. La capacité du partenariat à intégrer des équipes issues de laboratoires d'au moins 2 pays de la zone KICS 21 jouera un rôle déterminant dans le processus de sélection. L'implication de jeunes chercheurs et les opportunités d'apprentissage offertes aux jeunes chercheurs, modalités d'encadrement, tâches confiées, seront également prises en compte dans la sélection. Le respect de l'équilibre des genres, femmes-hommes, au sein des équipes constituées sera examiné. Les possibilités de publication scientifique portant sur les résultats envisagés par le partenariat doivent être clairement mises en évidence et justifiées. Pour conclure cette capsule vidéo consacrée à l'appel KICS Afrique 21, je souhaiterais vous faire part de quelques modalités pratiques concernant la soumission des dossiers de candidature. Tout d'abord, sachez que le programme prévoit de soutenir 2 partenariats regroupant des équipes issues d'au moins 2 pays de la zone KICS Afrique 21. La subvention couvre une période allant de mars 2022 à mai 2023. Le montant maximum de la subvention est de 32 000 € par projet. La gestion sera assurée par le soumissionnaire coordinateur. L'attribution de la subvention à un établissement d'enseignement supérieur fera l'objet d'une convention entre l'AUF et cet établissement. La date ultime de soumission est le 15 décembre 2021. Le détail de l'appel à projet est consultable sur le site de l'AUF à partir de la rubrique Appel à candidature ou directement à l'URL présentée ci-dessous. Mes collègues de l'AUF pourront vous informer plus en détail sur les modalités administratives et contractuelles relatives à cet appel. Pour ma part, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que me transmettront, le cas échéant, mes collègues. Merci pour votre attention. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt vos soumissions. Alors voilà pour la présentation et le cadrage scientifique de M. Despauvert. On va pouvoir passer dans la suite à la séance de questions-réponses avec M. Jaillet. Et pour introduire cette séance, je vais commencer avec 2 questions que j'ai notées. La première, c'est une question
qui a été posée dans le chat. Bonjour tout le monde, je suis spécialiste des politiques éducatives et travaille pour CAR International au Mali. Donc, je suis intéressé par l'appel, même si je ne relève pas d'une institution de l'enseignement et de la recherche. Comment puis-je être impliqué? Suis-je éligible? Il faut que je réponde là? Ah oui, je laisse la parole. C'est plus une question administrative. C'est Johanna qui Johanna peut qui parler. répond, Je vois que Johanna lève la main. C'est plus Johanna qu'Alain. Oui, désolée Alain. Alors cette question, elle est intéressante parce qu'elle intègre la question des personnes, des professionnels, on va dire, et des personnes qui ne sont pas spécifiquement des universitaires. Il semble possible d'intégrer des professionnels spécialisés sur des questions éducatives, praticiens, mais ils ne seront pas les coordonnateurs du projet. Donc, dans le cas d'espèce, il faudrait que vous puissiez vous rapprocher d'un établissement d'enseignement supérieur et d'une équipe qui serait à même de vous accompagner. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez vous rapprocher d'une équipe projet soit existante, soit proposer un projet auprès d'une université que vous connaissez et envisager la possibilité que ça intéresse un enseignant-chercheur. Mais un professionnel, quelqu'un qui n'est pas enseignant-chercheur, qui n'est pas rattaché à un établissement d'enseignement supérieur, ne peut pas déposer un projet. Merci beaucoup, Johanna. Du coup, c'est bien parce qu'en même temps, tu viens de répondre à une autre question qui vient d'être posée. Est-ce que la société civile peut également être éligible à cet appel à projet? Du coup, non, il faut être en réseau avec un établissement d'études supérieures. Et tu as aussi un peu répondu à une remarque qui avait été faite dans le volet questions-réponses de Mohamed Achili Sibidé, qui disait que travailler en réseau, c'est bien, mais il y a des contraintes. Et qu'il pensait qu'il valait mieux se mettre en réseau dès le début, mais que c'était parfois difficile car on ne connaît pas les universités pour travailler ensemble. Et effectivement, c'est une remarque pertinente. Je pense que vous pouvez peut-être d'ailleurs profiter de ce chat et des personnes ici présentes pour essayer de vous mettre en contact. En tout cas, c'est une remarque qu'il faudra prendre en compte. Et dans les questions écrites, j'en vois pour le moment pas d'autres. Il y a 3 spectateurs qui lèvent la main depuis quelques minutes, depuis les présentations, je crois. On pourrait peut-être donner la main à une des 3 personnes. Je voudrais répondre à Mohamed aussi. Ah oui, pas de souci, vas-y. Pour lui dire que, enfin pour lui dire, mais lui comme aux autres, que bon, la durée du projet est quand même courte. Donc, l'enjeu du programme, c'est d'être efficace. Donc, on peut difficilement passer du temps à se mettre d'accord, à apprendre à se connaître, etc. Donc, l'Afrique, au sens large, c'est un continent d'échange, c'est un continent de construction commune, c'est un continent de partage. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de s'appuyer sur des gens qui se connaissent à minima, qui ont déjà éventuellement pu faire des choses ensemble, qui peuvent être relativement rapidement efficaces. Bon, ça ne veut pas dire que toute autre chose n'est pas possible, mais vous l'avez bien compris, ces 2 projets, ce n'est pas 200. Donc, ces 2 projets, le but, c'est de pouvoir retirer de ces 2 projets des résultats qui pourront ensuite faire des petits, entre guillemets. Hein. Donc, il va falloir apprendre à être efficace et très investi rapidement. Donc, le but n'est pas de faire un projet pour apprendre à se connaître. Le but, c'est parce que vous vous connaissez, parce que vous avez la possibilité de construire ensemble, de déposer et de proposer un projet et de le mettre en œuvre pour obtenir des résultats. Hein, la finalité, c'est bien obtenir des résultats. Merci beaucoup, Alain. Je vois qu'il y avait une autre question écrite que j'avais loupée. Le programme prévoit-il la publication d'ouvrages collectifs après les recherches?
je pense qu'il n'y aura aucune difficulté pour publier un ouvrage collectif dès lors que les résultats intéressent tout le monde, bien au contraire. Hein. Plus on peut partager les bonnes pratiques et les résultats et les données et les méthodes et les savoir-faire et les attentions à avoir, le mieux c'est. Donc, la réponse est oui. Et j'espère même qu'on pourra en publier beaucoup. Donc, l'enjeu n'est pas de savoir si on va pouvoir en faire. L'enjeu, c'est il faut pouvoir en faire et être suffisamment bon et suffisamment investi pour qu'on en ait le maximum. Alors, une question de Salif Silla, qui lève la main aussi d'ailleurs, je ne sais pas si c'était sa question. Le programme a-t-il un document détaillé servant de guide pour postuler? Là, je pense que ça s'adresse plutôt à Johanna, peut-être. Oui, alors pour répondre à cette question-là, vous aviez vu dans la présentation de Monsieur Depauvert un lien vers les termes de référence de l'appel. On va les remettre dans la conversation, comme ça vous pourrez les avoir directement. Mais donc, il y a des termes de référence qui sont assez détaillés, qui expliquent le contexte, le cadrage scientifique, un peu à l'image de ce que vous avez entendu précédemment. Et puis, vous avez aussi le détail sur l'éligibilité et puis le calendrier de mise en œuvre. Donc, ça vous... Et aussi les pièces attendues pour le dossier, donc le descriptif du projet, le budget, le CV des équipes, etc. Donc, on va vous mettre le lien vers les termes de référence de l'appel pour que vous l'ayez rapidement sous les yeux. Dans les questions également, Ami Diang, bonjour. Est-ce qu'un étudiant qui a déposé sa candidature à une école doctorale peut postuler avec son projet de thèse, même si les résultats de sélection de l'université ne sont pas encore publiés, sachant qu'ils ne seront probablement pas avant fin décembre 2021. En l'occurrence, Ami, vous avez écrit le 15 décembre, mais je reprécise à l'oral que la date de fin a été avancée de 15 jours pour postuler et maintenant au 31 décembre et non pas au 15 décembre. Ça n'est pas un appel à projet pour faire une thèse. C'est vraiment un appel à projet pour faire une recherche qui va permettre d'obtenir des données et des résultats. Cela ne veut pas dire que les travaux éventuels ne puissent pas faire l'objet d'une thèse, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Une thèse, ça a une logique, ça a une dynamique, un mécanisme. Le projet, c'est 18 mois, ce n'est pas 3 ans. Une thèse, c'est 3 ans minimum. Enfin, c'est 3 ans, on va dire. Le projet, c'est 18 mois. Donc, il ne faut pas mélanger il ne faut pas confondre les objectifs. Les objectifs, ce ne sont pas des objectifs individuels. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que des chercheurs de 2 pays puissent se mettre en synergie, en commun pour déposer un projet qui va permettre d'obtenir des données et des résultats. Hein, je le répète encore une fois, mais en ayant une ambition pragmatique, c'est-à-dire que le projet a pour but d'être expérimenté, de travailler sur l'impact que cela a. Hein. Le but, ce n'est pas de concevoir des projets dans l'idéal, qui serait idéal si toutes les conditions étaient remplies. Le projet, c'est la situation, elle est comme elle est, et comment on la prend en considération pour agir dessus avec le potentiel qu'on a. Alors, je continue. Une question courte. La zone de résidence influence-t-elle le choix des candidats? Je réside en France et je fais partie d'une équipe de recherche au Sud. Est-ce que cela pose un problème? Je n'ai pas compris. La personne réside au nord ou au sud? Elle réside au nord, mais elle fait partie d'une équipe de recherche au Sud. Ben, si elle réside au nord, ça va être difficile d'agir au sud. Vous voyez, le but, c'est quand même de s'articuler fort avec le terrain, quoi, hein. À un moment donné, il y a la télé-action a des limites. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que localement, les gens puissent être en interaction forte avec les actions et qu'il y ait des choses qui se passent. À mon sens, ça me paraît difficile. Ou ça peut être
Ça peut être en intégration à une équipe qui est sur Et local. Voilà, qui est locale. Mais la personne qui réside au nord et son université ne peuvent pas être en fait les responsables du projet. Euh, alors, est-ce que je vois que le micro de Sally a été ouvert? Est-ce que vous voulez poser une question? Oui, je veux. Allez-y. Ok, bonsoir tout le monde. Nous avons un petit centre de recherche. On a développé une application pour faciliter l'accès des élèves aux profs en ligne. Mais on n'est pas des universitaires. Donc, nous avons notre petit centre où on fait des petits livres pour enfants. Donc, vu l'offre et vu notre domaine d'intervention et étant enseignant, je me demandais quelle serait notre position. Mais vous dites dans le débat qu'il faudrait être affilié à une université. Donc, ça devient un peu, je ne sais pas comment le faire. Mais nous, déjà, on développe notre application que nous allons mettre bientôt à la disposition du peuple de Guinée. Si tu veux trouver un prof, tu vas vers chez nous. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, merci. Merci. Alors, Je ne sais pas, Johanna? Ben, ça va toujours être la même problématique. En fait, on pourra pas se défaire de l'exigence en fait d'être attaché à un établissement d'enseignement supérieur, ce qu'on souhaite, c'est vraiment comment dire, financer, accompagner des projets de recherche, vraiment. Donc, ce qui pourrait toujours être fait, c'est un rapprochement avec une équipe universitaire proche de votre terrain qui pourrait éventuellement trouver un intérêt à vos travaux et essayer de l'intégrer dans une problématique plus universitaire. Disons que quelqu'un qui est issu d'une association, quelqu'un qui est un professionnel ou qui est un enseignant du primaire ou du secondaire ne pourra pas porter la responsabilité du projet, clairement, puisque les projets sont vraiment des projets de partenariat, de financement d'établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça va être ça la contrainte. Après, dans l'organisation du groupe de recherche, on peut intégrer des personnes de la société civile. Ok, super. c'est vrai que je vois beaucoup de questions qui passent toujours dans ce sens-là. Il y a une question, dans une présentation, il y a une partie qui parlait du rôle directeur de l'école qui doit signer le partenariat. Je veux en savoir plus. Il y a une confusion avec directeur d'école et chef d'établissement. Je pense que ça doit être ça. Peut-être que c'est la personne parle de la lettre d'engagement à envoi. Oui, c'est ça. Là encore, en fait, pour bénéficier du financement, l'AUF et l'établissement d'enseignement supérieur concerné signent une convention de partenariat. Une fois que la convention est signée, l'AUF fait des versements, donc procède à des versements de fonds par des tranches aux établissements d'enseignement supérieur. Et pour que la convention soit signée, il faut que ce soit le chef d'établissement qui signe. Et souvent, on peut avoir des difficultés, notamment dans le système éducatif, puisque vous avez des écoles normales supérieures qui sont rattachées à des universités, donc, ou alors des fois il y a des doyens de facultés qui souhaiteraient signer les partenariats. Mais à notre niveau, pour l'AUF, en fait, ce qu'on a indiqué, c'est que c'est le chef d'établissement, donc le recteur, le président d'université, qui doit signer la convention de financement, puisque c'est à l'université que seront versés les fonds. Voilà, donc c'est certainement là que se logeait l'incompréhension, je pense, parce qu'il n'est pas question de verser des fonds à
à une école ou à une institution d'enseignement du secondaire. Merci, Johanna. Peut-être qu'on peut laisser la parole à une autre personne qui lève la main, comme par exemple Olivier Tenke ou Steven Womba. Oui. Oui. Allô? Bonjour Olivier. Merci, bonjour. Bonjour à tous et merci pour la parole. Je suis Olivier Tanque, chargé des programmes de la Cameroun Education for All Network. C'est la société civile de l'éducation au Cameroun. Par ailleurs, membre de l'équipe nationale de KISS Afrique 21 au Cameroun. Donc, j'ai reçu, comme tous les membres de l'équipe, les TDR de l'appel à projet de recherche que j'ai d'ailleurs partagé aux collègues des universités ici au pays. Et d'après les feedbacks que j'ai reçus jusqu'à présent, j'ai deux préoccupations et une demande. Donc, la première préoccupation réside au niveau de l'établissement d'enseignement supérieur qui engage le porteur du projet. Est-ce que l'établissement doit être uniquement public ou alors les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent engager le porteur du projet? J'insiste sur privé. Donc, c'est là la première préoccupation. La deuxième préoccupation, le projet de recherche, bien que met un accent sur le robustesse, équité et résilience, mais la question de la zone d'étude au niveau des zones rouges se pose. Est-ce que le projet peut toucher ce que nous appelons aussi les zones rouges? C'est les zones, par exemple, en crise, comme le nord-ouest anglophone en crise, ou alors l'extrême nord où se vit Boko Haram. Est-ce que la zone du projet peut toucher ces zones précises? Donc, voilà les deux préoccupations et je chute pas la demande est-ce que c'est possible d'avoir les vidéos de présentation que nous avons suivies tout à l'heure, notamment la présentation de KISS Afrique et la vidéo sur la présentation de l'appel à projet. Donc, voilà les trois éléments que je souhaite humblement avoir des clarifications. Merci. Alors, pour les vidéos, oui. Elles seront laissées à disposition normalement sur la chaîne YouTube du programme Apprendre et je pense probablement sur le site du KIX aussi. Et pour les autres questions, je laisse mes partenaires répondre. Alors, pour la question de privé, je vais répondre oui. C'est possible. Si vous êtes rattaché, enfin, c'est un établissement d'enseignement supérieur du secteur privé peut candidater. Et sur la partie des zones, je laisse Alain répondre. Sur les zones? Oui, je pense que c'est pas. Enfin, non, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de difficulté, hein, mais dans les zones considérées, il y a beaucoup de difficultés, justement. Mais ça n'est pas, c'est pas un critère d'exclusion. Hein. Les gens qui sont le plus en difficulté ne sont pas exclus du tout. L'enjeu, c'est que faire et comment faire. Là, je dois vous avouer que ça va dépendre de vos propositions. Ce que je pense, c'est que il faut être ambitieux, mais en même temps raisonnable, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux dans ce que vous proposez, mais raisonnable dans la faisabilité, parce que le but, c'est quand même que les choses puissent se faire, que vous puissiez mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre et que vous puissiez obtenir des résultats pour qu'on sache quelle action a du sens et a de la pertinence et moins. Hein, les deux. C'est aussi intéressant et important de savoir
ce qui marche et pourquoi que de savoir ce qui ne marche pas dans quelque chose et pourquoi ça ne marche pas. Et cette dimension-là est vraiment importante. Si la situation est beaucoup trop difficile pour mettre en œuvre des choses, bon, ça va être compliqué. Mais en même temps, on ne peut pas s'interdire de considérer l'intelligence des propositions. Donc, la réponse, elle ne peut être que oui, évidemment. Alors, dans la suite de la question sur la lettre d'engagement, Monsieur Arnaud Cohonou, qui avait posé la question, a répondu oui, je parle du directeur de l'enseignement supérieur. Je prends l'exemple d'Abomey Calavi. Si le projet est rédigé et porté à la signature de l'École du patrimoine africain, quel est le rôle de ce directeur? Le directeur signe sur et en fait, par sa signature, nous indique qu'il a pris connaissance et qu'il valide le principe de la tenue de ce projet et de la bonne mise à disposition de l'équipe de projet des fonds qui vont être alloués. Et donc, c'est en cela que c'est important que ce soit la personne qui a la responsabilité de l'établissement à qui on va verser les fonds qui soit le signataire pour éviter des incompréhensions dont on a pu faire l'expérience précédemment. Donc là, clairement, la personne qui est le signataire n'aura pas de rôle dans la mise en œuvre du projet. La personne qui est en charge de la mise en œuvre et de la coordination, c'est la personne qui sera désignée, qui aura soumissionné, qui a le statut d'enseignant-chercheur et qui porte le projet et son contenu scientifique. La personne qui est signataire de la convention engage juste l'établissement. Après, il n'y a pas de… Normalement, elle n'entre pas dans l'équipe projet de recherche et elle n'a pas à s'ingérer dans la recherche qui est faite. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait la majorité des questions écrites. Il y en a eu beaucoup à un moment. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. En tous les cas, on peut encore avoir 2-3 minutes de questions-réponses. Il y a toujours des mains levées. Est-ce que c'est des oublis ou vous souhaitiez à nouveau poser une question? C'est Yawa. Ouais. Oui. Bonjour à tous, je suis Yawa Siklo, doctorante à Paris-Saclay, donc c'est moi qui posais la question sur la zone de résidence. Je reste sur ma faim sur cette question, juste parce que moi je suis en thèse, je travaille sur les politiques publiques numériques en éducation au Togo, au Bénin, et je fais partie d'une équipe de recherche au Togo. Et je passe la majorité de mon temps, là je viens de rentrer du Bénin il y a 2 semaines sur le terrain. Donc, est-ce que de facto, je suis exclue parce que je suis en France ou si on argumente derrière, l'équipe peut postuler quand même? Je ne veux pas aussi être un handicap pour ma zone, par rapport à ma zone de résidence à l'équipe. Je crois que l'enjeu, c'est qu'il y ait des chercheurs du Sud qui soient impliqués. Et de toute façon, les institutions qui vont porter la réponse à l'appel d'offres, ce sont des institutions du Sud. Bien sûr, ouais. Donc, en partant de là, s'il y a des personnes comme vous, par exemple, qui êtes associées à un projet et impliquées dans un projet, ça devrait être possible. L'enjeu, c'est que ça ne peut pas être Paris-Saclay qui répondent. Non, pas du tout. Que ce soit clair, quoi. Ouais. Mais en gros, que vous participiez à une réponse et il se trouve que vous faites votre thèse à Paris-Saclay, bon, bah, nul n'est parfait. Ok, d'accord. C'était pour être sûr, en fait. Merci. Alors, que prévoyez-vous pour que les projets qui n'aboutissent pas échec ou bien allez-vous investir pour une réussite à 100% des projets? Il serait bien présomptueux de dire qu'il n'y aura jamais de problème et que tout va fonctionner parce qu'il n'y aura jamais de problème et que tous les problèmes auront une réponse. Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec Christian De Pauvert et Bernard Koulibaly, l'idée, ce n'est pas juste de vous sélectionner, c'est aussi de vous accompagner. C'est d'être présent, pas physiquement sur place, hein, même si à l'occasion et si les conditions le permettent, peut-être que nous irons. Mais c'est d'essayer de faire en sorte de vous aider, de vous apporter l'expertise
dont on peut disposer, les connaissances que l'on a, et pourquoi pas essayer de mettre en réseau l'une ou l'autre des compétences lorsque vous en avez besoin ou lorsque cela est nécessaire. C'est une façon de vous dire que le but n'est pas de vous regarder et de ne rien faire pour que vous réussissiez. Le but, c'est de faire en sorte que ces projets réussissent. Et si on nous a demandé d'accompagner cet appel d'offres, c'est pour vous accompagner aussi à réussir ces projets. Ça ne veut pas dire les faire à votre place, on ne pourra pas le faire, mais ça veut dire clairement que nous serons investis et nous nous investirons pour vous accompagner, évidemment au mieux des compétences qu'on a, et elles sont, comme pour tout le monde, limitées. Merci beaucoup, Alain. J'ai reçu un message. Apparemment, on a loupé une question. Menou René qui disait donc c'est un projet spécifiquement universitaire. Je crois qu'on a peut-être, depuis que la question a été posée, partiellement répondu à la question. On pourra peut-être en redire un mot. Et en même temps, j'en profitais pour prendre une dernière question parce que j'ai vu que Assietou Anne a levé la main. Et après, je pense qu'il sera le temps de faire le mot de clôture. Madame Assietou Anne, est-ce que vous voulez poser votre question? Bonjour à tous. Merci pour la parole donnée. Je suis acteur civil. Donc, le problème qui se pose, c'est par rapport à l'expertise requise pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, il faudrait forcément se rattacher déjà à une institution ou bien une université. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le signataire de la convention doit spécifiquement être le directeur. L'expertise doit émaner d'un enseignant-professeur, d'un enseignant-chercheur plutôt. Seulement, est-ce que si, par exemple, on a une bonne idée de projet qui répond aux termes de référence, comment est-ce que nous pourrons être impliqués en tant que jeunes chercheurs? Nous ne sommes pas des professeurs titulaires. Et comment est-ce qu'on pourrait être impliqués? Et s'il y a lieu de mettre à disposition ce projet qui est déjà en conception d'ailleurs et le programme qui l'accompagne, comment est-ce que nous allons procéder? Alors, ce qui a été évoqué par Christian dans son PowerPoint, c'est qu'il y a une forte attention à ce que de jeunes chercheurs soient impliqués. Donc, vous avez une réponse à votre question. Faut-il que des jeunes chercheurs soient impliqués dans le projet? La réponse est oui. Alors, est-ce que, donc, vous pouvez le prendre à contrario, est-ce que uniquement de vieux chercheurs, s'il faut le dire comme ça, peuvent être impliqués? La réponse est non. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un enseignant-chercheur qui porte le projet, mais ça ne peut pas être qu'un ou des enseignants-chercheurs installés. Il faut aussi qu'il y ait des jeunes chercheurs et que ce soit vraiment une dynamique de transfert, de construction commune. Est-ce que la réponse vous va? Bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Alors, avant de passer au mot de clôture, j'aimerais juste faire deux remarques. J'ai vu passer beaucoup dans les questions des demandes de mise en lien de personnes qui souhaitent travailler sur des projets de recherche, mais qui n'ont pas forcément le statut de chercheur ou tout simplement qui veulent travailler en équipe. Dans ce cas, je ne sais pas si faudra qu'on voit de notre côté si on peut faire quelque chose de ce point de vue-là pour vous mettre en contact. Et je ne sais pas non plus si les adresses email et les questions peuvent être extraites de la discussion Zoom. Il me semble que oui. Comme ça permettra de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de questions oubliées. En tous les cas, on a déjà dépassé de quelques minutes l'heure prévue. Et je vais donc laisser le mot de la fin à Madame Fatimata Badialo, tout en vous remerciant tous pour vos questions et votre mobilisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Nous allons procéder à la finalisation de cette rencontre d'information sur l'appel pour la recherche. Je voudrais donc, Madame la directrice de l'IFEP, représentant l'OIF,
Madame la coordonnatrice de KIX, Monsieur le représentant de l'AIF, Monsieur, est-ce qu'il est là? Monsieur... Non, c'est Johanna qui est là. Johanna est bien présente, chère Johanna. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, je pense que nous arrivons à la fin d'une séance d'échange très dynamique, très intéressante aussi. L'appel, je pense, a été bien lancé et bien mené. Les questions ont été bien posées. Les réponses ont eu un ciblage fort intéressant. Je pense que ceux qui ont posé les questions ont reçu les réponses attendues. Et je voudrais me faire l'écho de ce que Mme Maïmouna Sissoko et Mme Mona Laroussi disaient tantôt à propos de l'intérêt que nous avons pour la recherche. Et je voudrais certainement prendre à témoin Mme Johanna, avec qui nous avons eu une rencontre récemment à l'AIF, pour dire que l'ensemble du consortium est très attaché aux questions de recherche. Récemment, dans le cadre des activités du KIX, sur lequel je ne reviens pas parce qu'il a été bien présenté tantôt, tout à l'heure, de dire donc que la recherche est importante à plus d'un égard pour les systèmes éducatifs. Et l'atelier qui avait été organisé le 28 octobre dans le cadre des activités du KIX, justement, était un atelier qui interrogeait un peu la recherche, l'appui aux chercheurs dans le monde francophone, surtout d'Afrique subsaharienne francophone. Et les questions qu'on a pu se poser, c'était pourquoi les résultats de la recherche, notamment les résultats des évaluations comme le PASEC, des évaluations d'apprentissage, de toutes les autres formes d'évaluation, pourquoi ces résultats n'avaient pas une répercussion sur la recherche au niveau des pays d'Afrique subsaharienne francophone, notamment les pays membres du KIX. Et c'est justement des questions également sur quelle stratégie devait-on mettre en œuvre pour favoriser l'orientation des chercheurs vers les résultats justement de ces recherches. Tout ceci pour dire qu'il y a une cohérence interne entre cette proposition d'appel à la recherche, justement, et ces questions qu'ensemble nous nous étions posées lors du webinaire du 28 octobre dans le cadre des activités du KIX. Pour vous dire aussi que nous avons tous intérêt à ce que nos chercheurs dans cette terre géographique, géolinguistique, prennent à partie les résultats aussi de ces recherches pour que nous puissions les utiliser dans le pilotage de la qualité de nos systèmes éducatifs. Sur beaucoup de points, je noterai par exemple la question enseignante. Le renforcement de capacité des enseignants doit pouvoir émaner de ce que nous avions pu faire sur le questionnement de l'assurance qualité de la formation des enseignants, qui peut faire l'objet d'une recherche approfondie. Les questions pédagogiques, les supports pédagogiques. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une recherche sur l'évaluation des manuels scolaires, ainsi de suite. Les questions de la didactique des disciplines, les questions de langue, etc. Je veux dire donc que la recherche est au cœur aujourd'hui du pilotage des systèmes et de la qualité dans nos systèmes éducatifs. C'est pour cela que je voudrais vraiment, au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confemède, vous réitérer tout l'intérêt que nous avons pour ces thématiques et vous dire que nous sommes tous engagés aujourd'hui à élargir justement cet appel pour qu'il fasse un écho le plus large possible auprès de la cible que vous attendez et vous dire donc que nous sommes dans cet engagement au nom du EG de la Confemède, au nom de l'ensemble du consortium. Et je pense que sur ce point, pour ne pas prendre le temps de tout le monde, les choses ayant été bien dites par ailleurs et bien faites, bien menées, vous dire qu'au nom de M. Abderrahmane Bamboussa, secrétaire général de la Confemède, et au nom de l'ensemble des membres de ce consortium KIX Afrique 21, déclarer donc close cette réunion qui consacre cette réunion d'information pour l'appel à la recherche dans le cadre des activités KIX 21 et menée par l'Agence universitaire de la francophonie. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour d'autres séances certainement, pour des approfondissements également, sous le contrôle de Mme Maïmouna, coordonnatrice du KIX Afrique 21. Je vous remercie à tous et bon retour tout le monde.